Le cercle RH avec mes invités, avec une question. Alors, elle n'est pas philosophique. Vous, peut-être, vous ne me regardez pas, vous êtes en train de plancher, les lycéens, mais une question philosophique sur le retour au travail. Qu'est-ce que ça a provoqué en vous? Est-ce que vous êtes revenu avec le sourire? Est-ce que vous êtes revenu en traînant les pieds? J'ai lu un article, je sais que ça va peut-être agacer mes invités. Retour au bureau, retour derrière les barreaux, avec des salariés qui seraient revenus vraiment peu motivés. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. On va faire le point dans quelques instants avec mes invités. Audrey Richard, présidente de la NDRH, l'Association nationale des DRH. Vous-même DRH, donc vous êtes aussi en première ligne pour nous dire ce qu'ont vécu les collaborateurs de votre entreprise à vos côtés et avec cette étude qu'on commentera dans quelques instants, parce que vous avez fait une étude à sortie de confinement et c'est assez intéressant justement sur la notion de télétravail et d'organisation. Latifa Akou, merci d'être avec nous, présidente de l'ARCEG, l'Association des directeurs de l'environnement au travail, directrice de l'environnement du travail et HCE d'Ipsen. Merci d'être là. Et puis un invité, Christophe Nguyen, qui est déjà venu sur notre plateau, psychologue du travail et président du cabinet Empreinte Humaine. Vous aussi, vous faites des études souvent extrêmement précises sur la situation psychologique des salariés. Audrey Richard, je vous donne la parole parce que vous avez sorti cette étude. Il y a quelques chiffres qui sont assez forts, notamment sur ces 80% de DRH qui évoquent du télétravail. Donc on a l'impression que tout ça est en train de s'institutionnaliser. Je vous ai vu lever un peu les yeux au ciel, retour au bureau, retour derrière les barreaux. Est-ce qu'il n'y a pas eu en une année une sorte d'ikigai, pour reprendre la chronique de Fanny Griesmer, un travail des salariés sur eux-mêmes qui se sont dit non, je ne veux pas revivre cette même vie, je veux plus ça, je veux autre chose. Est-ce que vous le ressentez ? Bien sûr, de nouvelles habitudes se sont produites chez les salariés avec une organisation très différente. Mais globalement, la majorité des salariés, pendant toutes ces semaines et ces mois, nous ont demandé de revenir. Aujourd'hui, il y a un assouplissement du télétravail. Majoritairement, les salariés sont contents de revenir pour retrouver leurs collègues, travailler de façon collaborative. Ouais, on l'a lu aussi. Bien évidemment. Maintenant, ils ne veulent pas revenir comme avant. Et donc, c'est pour cette raison que l'organisation du travail a été adaptée. On l'a vu, on pourra probablement en parler, mais des accords télétravail ont été signés pour justement proposer du travail hybride, environ, c'est ce qu'on voit sur le terrain, 2 jours en télétravail, 3 jours en entreprise. Vous le dites là parce que vous êtes la présidente de la NDRH et que vous représentez 5000 membres et 11 millions de salariés, mais vous le dites aussi parce que vous êtes vous-même DRH. Ça se passe bien le retour là en ce moment chez vous ? Alors, ce qu'on fait au sein du groupe UP, c'est ce qu'on voit aussi sur le terrain dans d'autres entreprises. Cette période sur juin, juillet, août nous sert de transition pour que début septembre, on soit vraiment tous focalisés sur la reprise, sur l'accompagnement du business. Et cette période de transition donc, nous permet de faire revenir les personnes 1 journée, 2 journées, 3 journées sur site, mais surtout nous est utile pour identifier les personnes qui ont du mal à revenir, pour détecter ces problématiques et les traiter. Un peu, excusez-moi, c'est pas de l'humour, mais un peu comme à l'école, lorsqu'on fait venir comme ça des journées d'acclimatation, 2 ou 3 jours, c'est un peu le même système. On se réacclimate. Je ne pas cette image. On se réacclimate. C'est une transition très importante pour nous. Latifa Akou, directrice de l'environnement au travail, présidente de l'ARCEG, est-ce que le monde a changé ? Est-ce qu'en un an, on a basculé et qu'aujourd'hui, honnêtement, c'est d'ailleurs ce qui est passionnant dans ce débat, on rentre dans une sorte de terrain incognita. On se dit, mais on voit bien que les gens reviennent, mais pas de la même manière. On voit des tensions psychologiques, on va en parler, il y a des gens proches du burn-out, on voit des gens super heureux d'avoir vécu cette période. Dans quel état d'esprit vous vous situez, vous ? Écoutez, on est dans ce qu'on appelle le nouveau normal. On n'est pas sorti de la pandémie. Bien évidemment, cette période, elle n'est pas anodine. On vient de passer plus d'1 an en travail, du télétravail, dégradé, 3 confinements, 3 déconfinements. Donc c'est à la fois perturbant et à la fois enthousiasmant parce que ça a permis de créer aussi des opportunités. Et aussi aujourd'hui, petit à petit, les collaborateurs reviennent. Comme vient de le dire Audrey, on est plutôt aussi sur des accords de télétravail de 1, 2,
à 3 jours. La moyenne, c'est 2 à 3 jours de télétravail. C'était pas très en avance. Et depuis un an, on a des entreprises qui rechignaient, qui disent aujourd'hui, on se met autour de la table et on signe. On est d'accord. Et les salariés sont ravis de cette hybridation, c'est-à-dire de mettre à la fois, de revenir au bureau pour créer du sentiment d'appartenance, de l'interactivité avec ses collègues, avec ses managers et ses collaborateurs, et en même temps avoir ce côté d'être à la maison, cette souplesse qui permet de se concentrer et d'éviter les transports qui sont un élément qui vient peser et qui a permis aussi de créer de la fluidité. Christophe Nguyen, je ne sais pas si c'est dans l'étude d'Audrey Richard de la NDRH, mais j'ai lu qu'il y avait des chiffres assez alarmants en matière de burn-out avec 2 millions de salariés, je crois que c'est vos chiffres, qui sont au bord du burn-out. Alors, encore une fois, je vous le dis, c'est compliqué de parler de ce sujet parce que quand on parle à certains collaborateurs, vous disent moi, j'ai été très bien en cette période, j'ai trouvé un équilibre de vie, et très bien. Et puis en même temps, il y a quand même des collaborateurs qu'on ne voit pas, qui ne parlent pas, mais qui sont au bord du craquage. Oui. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la moitié des salariés attribuent avoir des difficultés psychologiques liées au travail. Pas lié au fait qu'ils ne peuvent pas aller dans les terrasses, dans les cafés ou porter le masque. Au travail. Qui, depuis un an, s'est dégradé avec un télétravail mis en place difficilement, avec un mode crise en perpétuel, avec des difficultés de savoir qui fait quoi, des périmètres qui se sont un peu... qui ont manqué de clarté. Donc des tensions. Des tensions, avec également beaucoup de tensions entre les personnes dans les entreprises, on le sent, dans ce qu'on appelle aussi des incivilités numériques, où bien sûr les télétravailleurs étaient particulièrement exposés, avec des invectives, de la compétition. Pas de bonjour, pas de au revoir. Voilà. Et un manque de présentiel, d'informel qui permet beaucoup de réguler ces tensions. Et un manager qui, du fait de ses difficultés, un peu perdu aussi, en télétravail, à distance, ne pouvait pas toujours réguler ça. Ça, on l'entend énormément. Et donc ça aussi, c'est un frein au retour dans les locaux. Je ne pense pas que c'est juste, si vous voulez... C'est paradoxal, si je peux me permettre. Oui, pourquoi ? Parce que ça permettrait, quand on revient dans l'entreprise, d'adoucir, d'assouplir, de rectifier tous ces problèmes. Mais les gens, généralement, ils ne veulent pas se confronter aux irritants d'antan. Voilà. Et puis, donc on voit que c'est aussi de nouvelles attentes derrière. Et puis, il y en a une qui est centrale par rapport à ça, c'est celle, bien sûr, du bien-être psychologique, de la santé mentale au travail, et qui doit être pris en compte forcément dans ce retour. Parce que là, on a les 2/3 des salariés qui disent ne plus vouloir travailler dans des environnements qui peuvent menacer leur santé psychologique. Ils ont été confrontés, les salariés, à ces difficultés-là. Ils savent maintenant ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils ne veulent plus. Et je crois qu'il y a un gros enjeu de confiance. On parle beaucoup de la confiance. Ça ne vous choque pas alors, retour au bureau, retour derrière les barreaux? Ce que vous décrivez, ce sont des salariés qui disent moi, la pression du manager, l'ambiance un peu délétère dans le bureau, j'en veux plus, quoi. La moitié dit si l'ambiance était meilleure, si mon management était meilleur, je reviendrais plus volontiers. Donc on voit bien que ça doit questionner sur la qualité de vie au travail. La bienveillance, la manière dont l'écoute, le soutien, la valeur ajoutée d'aller dans le bureau. Ça questionne le sens de tout le monde. Cette crise a questionné la moitié des salariés. Évidemment. Ce que je veux faire, derrière la moitié veut changer de job. Il va y avoir un turnover énorme dans les prochains mois, ça paraît évident. Donc c'est une révolution qu'on est en train de vivre. Bien sûr. Et je pense que d'ailleurs ça peut impacter la reprise économique, tous ces turnovers, ces changements. Oui, ça dérégule. Ça... Et donc ce côté, si vous voulez, de prendre en compte que les gens aussi cherchent du sens dans leur travail, mais aussi au travail. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire quand je vais être avec mes collègues ? À quoi ça me sert d'être avec des collègues ? Et donc on a des managers, on entend beaucoup, qui disent c'est pour le collectif qu'il faut revenir face aux réticents. D'autres qui veulent revenir, ça c'est sûr, parce que leurs collègues leur manquent, mais il y en a une bonne partie, c'est pas le cas. Il faut aller les chercher, quoi. Et qui sont là à justifier pourquoi il faut avoir des collègues. Audrey Richard, juste ce chiffre, il a été très médiatisé, puisque médiatisé à la télé, dans les journaux, ce 30%. Il vient de chez vous, de DRH qui ont été confrontés à des demandes de salariés ayant déménagé ou vous disant moi je suis parti à 500 km. On a eu des avocats sur ce plateau qui nous ont dit en termes de droit rien ne leur interdit, néanmoins il faut quand même être au travail. Ça c'est quand même le signe que le lien s'est distendu entre l'entreprise et le collaborateur. Ouais, c'est un nouveau phénomène. Nous ne rencontrions pas cela avant. Et là, on est mis devant le fait accompli. Donc c'est vrai que c'est quand même un peu, un choc. Oui, vous recevez le mail, vous avez le choc, voilà, il est. Et après, je vous rejoins. Cela traduit aussi le fait que les salariés ne veulent pas revenir comme avant. C'est ce que je disais tout à l'heure. On l'entend. Mais on a vu cette évolution sur l'organisation du travail, avec le travail hybride. On a vu ce début d'évolution sur l'évolution managériale. Ça faisait 10 ans qu'on réalisait des formations, managers, etc. Là, sur 1 an et demi, il y a eu une maturité managériale, si on peut utiliser ce terme-là,
énorme. Et aujourd'hui, en effet, les managers, ce qu'on leur demande, c'est de faire confiance, c'est de donner de l'autonomie, c'est de faire des feedbacks, d'être à côté de son salarié. Et le salarié, en revenant sur site, puisqu'on on a formé les managers pendant le confinement là-dessus, ce que veut le salarié, c'est que ça continue. En effet. Il ne veut pas de rupture, il ne veut pas un retour brutal au bureau 5 jours sur 5. Donc nous, RH, nous continuons à former ces managers sur ces nouvelles skills. Et du coup, ça a des conséquences aussi sur les process RH, comment on évalue les managers. J'allais y venir. Etc. Et le business, si je peux me permettre, puisque derrière, on parle de l'humain, de la bienveillance, de la qualité de vie au travail. Mais enfin, une entreprise, elle vend des produits, elle fait du business, elle vend des services. Et il faut qu'elle continue à pouvoir dégager, évidemment, un bilan positif. Est-ce que le mot révolution vous choque? Est-ce qu'on est en train de changer de modèle? Absolument pas. Avec une réalité pour les managers, c'est qu'ils ont quand même des obligations de résultats pour certains, qui doivent quand même continuer à faire tourner leurs équipes et faire rentrer de l'argent dans les caisses du groupe. Donc c'est compliqué ça pour eux. Non, Manager et salarié. C'est un mot qu'on utilise aisément. Enfin, moi, je l'utilise tous les jours. On vit une révolution. On vit une révolution, effectivement, managériale, parce qu'on avait tendance à manager de façon majoritaire, de façon contrôlé, ce qu'on appelle le management par le contrôle. Aujourd'hui, cette période nous a amené à mettre en place ce qu'on appelle le management par la confiance, parce qu'on n'avait pas le choix. Mais il y a eu des formations qui ont été données par les DRH et par des sessions de formation. Et ça, aujourd'hui, ce qui va faire la réussite, c'est effectivement le manager, c'est la courroie de transmission dans l'entreprise. C'est son humanité, son écoute. C'est son écoute, c'est sa justesse, son écoute, sa bienveillance, c'est son accompagnement, que ce soit un accompagnement professionnel ou un accompagnement personnel aussi, de comprendre quelqu'un qui n'est pas à l'aise pour venir au bureau. Dans sa globalité. Dans sa globalité. Et le manager est vraiment au cœur de cette révolution. Non mais vous voyez, ma question était un peu cynique. Il y a évidemment de prendre soin du salarié et puis il y a aussi de faire vivre l'entreprise. Et beaucoup d'invités sur ce plateau, parce qu'on en parle, nous disent, mais de toute façon, c'est parce qu'un salarié va se sentir bien dans l'entreprise, en télétravail ou pas, qu'il va produire encore mieux. Ça, c'est très nouveau, c'est aussi cette idée que c'est en étant bien dans l'entreprise qu'on apporte beaucoup. C'est une évidence que quand on est motivé, c'était pas aussi évident. Non, quand on est motivé, il y a plus de chances d'être productif. Et ça, c'est une évidence. Audrey Richard et Christophe Nguyen, vous voyez, c'est cette idée de la bienveillance fait qu'un collaborateur, il trouve du sens, il se sent aimé et il peut aller plus loin. Bien sûr, et je vais peut-être un peu plus loin sur les situations individuelles. Pendant toute cette période, les DRH, les entreprises ont géré beaucoup de situations individuelles. On les a prises, on les a gérées. Et on le voit d'ailleurs à travers ce chiffre de 30%. Maintenant, il nous semble, nous, au niveau de la NDRH et en tant que DRH, que l'individuel ne doit pas non plus prendre le pas sur le collectif. Notre rôle, c'est aussi de gérer le collectif. Et c'est toute la difficulté. Et le curseur, on le met où aujourd'hui? Donc on est en train de recadrer cela. Une question politique, mais elle est politique d'un point de vue philosophique. J'entendais le candidat à l'élection présidentielle communiste qui disait, en mettant les pieds dans le plat, de toute façon, le télétravail, c'est un modèle libéral, nous le contestons. Il y a une forme chez lui d'idée de garder le travail au sein des usines, des entreprises, pour maintenir peut-être un lien dans le dialogue social avec les syndicats. Il y a quand même une dérégulation quand même dans cette notion de télétravail. Oui, il y a une perte, un sentiment de perte aussi du collectif qui fait qu'il y a une individualisation qui est le pendant de l'économie libérale. Enfin, c'est cette idéologie-là. Alors après, moi, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on sait que le bien-être va de pair avec la performance, mais c'est pas la performance qui doit générer du bien-être avec des à côté en plus, des primes ou que sais-je, des beaux locaux ou que sais-je, même si c'est important. Mais c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, et ça a été montré par plein d'études et pas qu'empreinte humaine, que plus les gens sont en bonne santé psychologique, plus ils se sentent performants, c'est évident. Parce que quand vous êtes épuisé, de toute façon, vous n'allez pas tenir longtemps. On perd confiance. On perd confiance en tant que tel. Après, j'entends beaucoup ces termes bienveillance, confiance, etc. Que j'ai utilisé. Bien sûr. Mais que, je veux dire, c'est un incontournable. Je veux dire, la bienveillance, pour moi, dans les relations humaines, est nécessaire. Donc, en fait, derrière ces mots, il y a des comportements ensuite, il y a des attendus, il doit y avoir aussi des exigences par rapport à ça. Et on voit que des actes. Et les salariés, aujourd'hui, savent maintenant ce qu'ils peuvent attendre ou pas. Beaucoup sont encore
on va dire, derrière leur écran, à attendre aussi de voir comment les choses évoluent. Et eux-mêmes ont trouvé un équilibre, effectivement, beaucoup d'individualisme, parce que les gens, de fait, se sont recroquevillés sur l'essentiel de leur vie, ont re-hiérarchisé l'importance de leur travail, la place que ça a. Et se sont remis en question dans leur vie. Se sont remis en question dans leur vie pour savoir ce qui avait du sens pour eux. Et maintenant, je crois qu'effectivement, l'enjeu, c'est de recréer ce collectif et retrouver ce qui faisait que les gens étaient bien au travail. On a vu ces salariés, pas tous, hein, mais 30% déménager. Je voudrais qu'on parle, pour terminer ce débat, de l'engagement. Là aussi, c'est les mots qu'on utilise sur tous ces sujets, engagement, bienveillance. En parlant avec des dirigeants d'entreprise là, très récemment, je sentais en eux une angoisse monter sur la notion d'engagement. Est-ce qu'à la NDRH, vous vous dites, le vrai enjeu maintenant, c'est que non seulement il faut que les salariés reviennent, sans trop traîner des pieds, mais qu'en plus, il faut les engager. Et là, on a le sentiment que cette période d'une année un peu étrange, de fatigue à désengager. Est-ce que vous avez cette impression-là? Ou alors, peut-être me trompais-je? Non, évidemment que c'est une problématique importante, le lien sur le collectif, l'engagement, mais je la lirai aussi avec ce qui s'est passé pendant cette période sur les relations sociales, parce que, étant donné qu'il y a eu cette révolution sur l'organisation du travail, le management, le lieu de travail, et qu'on a vu que des accords étaient signés. Il y a eu 96 500 accords signés en 2020, 25% sur le télétravail. Mais au-delà, cela montre que le dialogue social a continué, qu'on a négocié, qu'on a signé des accords et que l'entreprise s'est transformée aussi. Et que l'entreprise s'est aussi préparée sur l'après. Donc il y a, oui, le cette monde de révolution demain. Et le monde de demain. Qui est aujourd'hui. Qui en effet, doit coller avec l'engagement. Et ça va être tout le travail de maintenant, du DRH, de l'entreprise, pour justement maintenir cette activité, ce business dans nos structures. C'est l'enjeu de septembre. C'est-à-dire que c'est là les DRH, dans les prochains vous êtes dedans. Oui. Vous dites comment dès septembre. Alors j'ai vu, c'est dans votre étude, il y a le retour du team building, il y a dans les propositions des réengagements, et puis il y a une rubrique à autres à 16%. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui est rentré dans autres, mais en tout cas, vous, les COMEX, les comités de direction se disent il faut trouver des solutions pour que tout le monde se rassemble. On fait un saut en parachute, on saute tous de l'avion. Convivialité. C'est ce qui vraiment ressort, le sujet qui ressort le plus. L'engagement, ça c'est un enjeu fort, majeur. Engager, ça veut dire motiver un collaborateur pour donner à son entreprise. Oui, absolument. Et en même temps, vous l'avez dit, il y a l'engagement et l'entreprise ne doit pas perdre de vue sa productivité, ses résultats. Donc l'entreprise est en train de réfléchir aussi à optimiser ses surfaces, à revoir ses locaux. Donc, j'allais y venir. Voilà, donc, on avait un avocat qui disait toutes les boîtes en ce moment sont en train de retravailler leurs espaces de travail. Donc l'optimisation de l'empreinte immobilière, elle n'est pas anodine. C'est le deuxième poste de coût dans les comptes de résultats. Et les entreprises vont profiter justement de cette fenêtre de tir pour justement réduire cette empreinte immobilière et ses coûts. Ouais, vous le soulevez un vrai sujet parce que j'ai lu un papier récemment dans le Parisien, je crois, sur le flex office, qui était un papier un peu sociologique. Avec la réduction des espaces professionnels, on n'a plus de bureaux attitrés, on vient sur des plannings, on est sur le bureau B2, le bureau 5C. Non, vous êtes sceptique? Non, vous êtes prudente? Il y a de la prudence chez Richard. Clairement, nous avons fermé des sites. D'accord. Et nous sommes en train de travailler sur des projets de fermeture de sites. Ça, c'est une chose. Mais sur les plus gros sites, aujourd'hui, ce n'est pas encore fait. C'est en train d'être fait. Et on a vraiment à travailler tous ensemble, tous les corps de métier, pour proposer cette organisation sur site. Parce que demain, un salarié ne revient pas sur site comme avant. Si c'est pour travailler tout seul, autant que s'il a un métier télétravaillable... Ça repense le bâti. Il restera... Voilà, oui, à condition que son boulot soit télétravaillable. Mais ça, ce n'est pas encore fait. C'est vrai, sur le terrain, ce n'est pas encore fait. Le psychologue, l'empreinte, il y a un effet psychologique pour conclure. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil que, entre guillemets, le flex office. Mais de se dire 3 jours, 2 jours, 2 jours, 3 jours, et j'arrive sur un bureau qui est neutre, j'attends que le collègue qui était juste avant s'en aille, on n'a plus sa petite photo, son petit mug, son petit espace, son moment à soi. Quoi. Surtout maintenant où on parle des problématiques de contamination, le flex office était plutôt à un moment donné plutôt en train d'être mis à mal parce que donc ça va être tous les problèmes d'hygiène. Mais
Ce qu'il y a, c'est que nous, on a accompagné plusieurs entreprises qui sont allées dans le flex office depuis un moment, des grosses boîtes, et on voit toujours les mêmes craintes autour de cela. C'est effectivement l'appropriation des espaces. Est-ce que je peux être ma photo? Est-ce que je peux être? Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il vaut mieux aller vers des clusters, dans le bon sens du terme, encore une fois, dans de lieux où les gens peuvent se retrouver pour garder cet informel et pas passer son temps à ne pas savoir où sont les gens, par exemple. Et puis, surtout, de pouvoir revoir les process. C'est pas juste une histoire de mètres carrés, c'est pas juste une histoire de nombre de jours de télétravail. Et c'est un d'économie. changement d'organisation du travail. La moitié des managers disent, par exemple, si on veut pérenniser le télétravail, il va falloir diminuer la taille des équipes et donc augmenter le nombre de managers. Ce qui est un peu à l'inverse des tendances des entreprises. Avant, on réduisait, le nombre de managers. Là, pour avoir de la proximité avec le télétravail. Obligé. Donc, c'est une vraie révolution. Un mot de conclusion, Latifa Akou. Oui, juste le flex office. Déjà, ce sont pas des transformations de locaux, c'est une transformation des modes de travail et d'organisation. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour que ce soit réussi, c'est de la co-construction avec les salariés. Et pour que ce soit réussi, il faut que des espaces collaboratifs et des services. Donc des services qui n'existent pas aujourd'hui, des restaurations plus développées, des espaces où on peut se rencontrer. Il faut repenser l'espace de vie dans l'entreprise. L'espace de vie et le flex office. Il est accepté par les salariés s'il est co-construit avec les salariés. Et accompagné, bien évidemment. Effectivement, les managers doivent changer leur posture parce qu'ils vont être dans les équipes, par exemple. Ça, c'est une vraie révolution pour eux. Et les collaborateurs vont avoir une autre posture. C'est-à-dire qu'il faut être beaucoup plus proactif, beaucoup plus collaboratif, c'est autre chose. Et c'est terminé, malheureusement. C'est passé trop vite, parce que j'avais beaucoup de questions encore à vous poser. Allez découvrir les études d'empreinte humaine sur la santé psychologique, ça c'est sur votre site. Et puis l'ANDRH, l'Association nationale des DRH, sa dernière étude qui est toute fraîche, puisqu'elle est sortie à l'issue de cette période de sortie de confinement. Elle est intéressante, elle donne des indications en tout cas sur ce qui va nous arriver en septembre. Vous êtes déjà sur la rentrée de septembre, évidemment. Merci Audrey Richard, présidente de la NDRH. Merci Latifa Akou de l'ISEG, directrice de l'environnement. Et merci à Christophe Nguyen. Vous êtes dans le cabinet Empreinte en charge de tout ce suivi de la psychologie, de l'accompagnement des salariés. On est très en retard évidemment, mais c'est plutôt bon signe. On termine avec Fenêtre sur l'emploi avec Yago, une entreprise qui est souvent venue sur notre plateau, qui fait l'onboarding et qui propose un nouveau processus pour évaluer les candidatures. Mathieu Penet va nous en parler. C'est dans quelques secondes, c'est Fenêtre sur l'emploi.